Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Lumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Ferré. Alexandra, tu es directrice Impact et RSE du groupe Rocher. Tu vis entre Paris et la Bretagne. Entre une soirée techno et une randonnée au bord de l'eau, ton cœur vacille. La transition écologique est au centre de ton activité professionnelle. Tu es membre des Pépites Vertes, un réseau de professionnels engagés dans la transition écologique au niveau de l'entreprise. Et en 2023, tu as été classée 10e dans le top 35 des jeunes leaders positifs dans les EcoStarts. Et tu as choisi de venir nous parler d'une autre femme engagée, l'humoriste Swan Périssé et son spectacle Calme. Hello Manon, merci de m'accueillir. Calme est le premier spectacle de stand-up de Swan Périssé qui est joué pour la première fois en 2024 au Palais des Glaces à Paris, donc c'est très récent. Elle définit elle-même son spectacle comme cela, un spectacle qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoy, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d'écologie, tout ce qui peut m'indigner finalement. Et c'est un succès public et critique, Télérama est dithyrambique, bouillonnant, joyeux, sans complexe, engagé et drôlissime. Puis, pendant qu'elle jouait Calme en juin 2024, la situation politique de la France, avec les élections législatives anticipées, le RN aux portes du pouvoir et l'extrême droitisation du gouvernement en place par la suite, lui a donné l'idée d'un spectacle qu'elle a écrit en 5 jours et qui s'appelle Dernier spectacle avant la fin du monde, qui est disponible en intégralité sur YouTube. Avant son passage au spectacle vivant et au format long, l'humoriste a commencé sur internet. En 2014, à 24 ans, elle commence à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube, des sketchs autour de sujets qu'on retrouve d'ailleurs dans son spectacle, avec des vlogs aussi, notamment quand elle est partie sur les routes pour vivre dans un van. Il y a aussi des chansons, bref, il y a de tout et toujours avec une bonne dose d'humour. Elle s'est fait connaître d'ailleurs par le côté vlog en documentant sa rupture amoureuse en vidéo en 2020. Cette même année, elle a créé une deuxième chaîne YouTube qui est consacrée à son engagement écologique et qui s'appelle Vers chez nous, Vers VERT. Cette chaîne YouTube, c'est sur les petites choses du quotidien à faire ou à changer pour le respect de l'environnement. Et il y a plein de petites astuces bobo écolo, genre comment faire son potager sur son balcon. Et des vidéos cool, un peu babos, genre comment construire des toilettes sèches. En 2023, elle lance le podcast Y'a plus de saison avec Binge Audio sur la question du changement climatique et où elle invite différentes personnalités, Cyril Dion, Camille Etienne, Hugo Clément, Cécile Duflot et j'en passe. C'est dispo sur toutes les plateformes et les enregistrements se font en public. Personnellement, je connais pas hyper bien Swan Périssé, je n'ai pas vu son spectacle Calme. D'ailleurs, j'ai participé à un petit jeu concours de Radio Nova pour avoir des places en mai, donc à voir si je gagne. Mais bien sûr, j'ai regardé des extraits pour préparer cet entretien. Et j'ai regardé également son dernier spectacle avant la fin du monde qui fonctionne très très bien en termes de catharsis. Je n'étais jamais allée voir ses chaînes YouTube avant de préparer l'épisode. Je connaissais davantage son travail autour du podcast Il y a plus de saison. D'ailleurs, j'ai vécu un moment assez particulier lors d'un enregistrement où elle recevait une comédienne française connue à l'international. Épisode qui n'est pas sorti, donc je pense que ça a été un moment de gêne, pas que pour moi. Voilà, je me suis rendu compte que finalement elle était aussi engagée que je suis championne d'échecs. La comédienne complètement déconnectée de la réalité, elle était pas avec le public, enfin c'était hyper bizarre comme moment. Je me suis dit que devait être tellement compliqué pour Swan Périssé de pouvoir rebondir, de poser des questions dans ce contexte-là, et elle a été brillante. Donc voilà, c'était je me suis juste dit que ça en disait long sur le monde du cinéma, quoi. Voilà, un monde assez déconnecté, le star system et son engagement de façade, quoi, disons. J'ai un peu présenté Swan, donc merci Alex de m'avoir écouté, et c'est à toi. Donc pourquoi as-tu choisi de nous parler du spectacle Calme de Swan Périssé, et raconte-nous un petit peu ton expérience avec ce spectacle. Alors je pense que tu as donné beaucoup de raisons qui font que ce spectacle était assez exceptionnel et il représente ultra bien ce que Swan Périssé est. C'est une femme qui arrive à prendre l'absurdité du quotidien, que ce soit politique, que ce soit social, la condition des femmes, etc. Et d'en faire un spectacle ultra vivant et extrêmement drôle et très percutant. Et elle a vraiment cette faculté à rassembler
plein de publics aussi différents, parce qu'elle traite de sujets ultra vastes, mais quand même très engagés. Et pour autant, il y a tout type de population qui viennent la voir, parce que c'est vraiment une artiste totale, une artiste très complète. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de parler de ce spectacle, c'est que c'est tout ce que j'aime en fait, c'est pouvoir parler de sujets qui nous touchent, nous à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de société, et d'en faire quelque chose d'extrêmement fédérateur, d'extrêmement vivant et très drôle. Donc, et puis on a le même sens de l'humour, je pense, avec Swan Périssé. Tout le monde me dit qu'on a le même rire, Vous les vous mêmes ressemblez, en fait. blagues. C'est un podcast sur moi-même, sur ce que j'aurais aimé pouvoir faire. Et voilà, je trouve que c'est non, non, une artiste qui utilise le stand-up avec beaucoup de justesse comme une arme aussi politique. Et puis j'adore, enfin c'est aussi un prétexte pour parler de tous ces sujets-là qui moi me touchent dans ma vie personnelle et professionnelle, l'écologie et autres. Et donc le spectacle Calme me permet d'avoir ça. Et mon expérience avec le spectacle, c'est un peu drôle parce que c'était vous qui m'aviez offert des places. Je crois que c'était mon anniversaire de l'année dernière. Et j'y suis allée un soir après le travail. C'était vraiment l'afterwork parfait de finir sa journée sur ça, quoi. Tu as connu comment Swan Périssé? Je pense que je l'ai connu sur Instagram. Mon algorithme Instagram est beaucoup autour de personnalités engagées. Et l'algorithme m'a envoyé Swan, il me semble. Et je ne l'ai pas du tout connu sur YouTube. Tu parlais de ses formats vidéo. Moi, je l'ai vraiment connu Instagram, plus ensuite son spectacle. Et c'est là où je pense que je suis vraiment rentrée. Et son œuvre est beaucoup plus vaste aujourd'hui, avec notamment les podcasts qu'elle fait, qui s'appelle Il y a plus de saison, qui est un super bon podcast parce que les invités sont déjà exceptionnels. T'en citer quelques-uns, mais elle va interviewer par exemple François Ruffin et elle le fait de manière différente. Je pense qu'il n'y a personne qui fait des podcasts comme ça où elle va au début par exemple faire un roster des personnalités et elle nous force à rire de nous-mêmes et donc prendre des personnalités engagées, politiques ou quoi que ce soit et elle les fait rire d'eux-mêmes, quoi. Donc voilà, je l'ai connue sur les réseaux, mais maintenant je la suis dans toute son œuvre. Je pense que c'est toi en fait qui m'en avais parlé la première fois, enfin en tout cas c'est via des amis. Je sais plus exactement si c'était toi, mais je pense que oui. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais pas été tout de suite très sensible à son humour parce que peut-être le côté trash, enfin tu vois, un peu très direct et tout, j'avais une petite réticence. Et en fait, justement, bah, comme tu disais, je pense que c'est bah, le fait qu'elle prenne pas de pincettes et qu'elle fonce au premier degré, c'est parlant pour traiter de toutes les violences en fait qui existent dans le monde. Et donc voilà, j'avais connu comme ça, mais aussi maintenant elle participe à une émission que j'adore, hein, qui s'appelle La Dernière sur Nova. Ouais, vraiment, je suis très très fan. Et elle vient de temps en temps faire une chronique. Et elle avait fait une chronique super géniale que j'avais adorée. Attends, j'essaye de me rappeler son nom. Ah oui, ça. Vous ne pouvez plus draguer, nous n'osons plus aimer. Bah, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est trop bien. Et sinon, par rapport à sa manière qu'elle a, par exemple, de rire à ses propres blagues, d'assumer ses histoires personnelles en public, comme on disait, sans détournement, est-ce que c'est quelque chose que tu considères un peu... est-ce que c'est un modèle un peu pour toi, Swan Périssé? Alors, je pense que je ne pourrais pas faire exactement ce qu'elle fait, du fait de ma personnalité, et je pense que j'ai encore beaucoup de pudeur, mais d'une certaine manière, oui, c'est un modèle parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus courageux que d'aller sur une scène avec bah, des milliers de personnes devant toi et te mettre à nu au point où tu vas venir raconter des anecdotes extrêmement personnelles, que ce soit sur le plan sexuel, le plan émotionnel et autres, et vraiment de se mettre à nu pour pouvoir créer un lien, en fait, et que des personnes qui aient vécu des choses similaires ou justement qui soient très éloignées de cette réalité-là comprennent ta situation. Et justement, elle en fait après un parallèle assez politique avec le global de la société. Donc, ce serait pas mon modèle parce que je pense que c'est pas ma manière de partager en tout cas mes convictions, mais oui, je trouve que c'est un modèle de courage qui aujourd'hui existe très peu. En réalité, bon, après c'est le prisme aussi de tous les artistes, c'est leur capacité à se mettre à nu aussi. Mais et les sujets qu'elle aborde, tu l'évoquais, mais par exemple des violences sexuelles qu'elle a vécues. Là, dans son dernier spectacle, elle parle d'un avortement et en fait, elle va juste le mettre sur la scène, des choses que habituellement on va cacher et qu'on va cacher à l'échelle personnelle, mais que du coup en société aussi on va complètement invisibiliser.
Et donc, comme on disait, Swan Périssé, elle est très présente sur les réseaux sociaux, donc il y a quand même un accès facilité à son contenu. Toi, quelle est la place de son œuvre, entre guillemets, on va dire, donc podcast, vidéo, Insta, un peu tout, dans ta vie au quotidien? Alors, Swan Périssé, c'est un peu ma récompense au quotidien. C'est-à-dire que je consomme pas énormément de réseaux sociaux, Instagram et autres. J'ai pas TikTok, enfin ce genre de choses. En revanche, quand je vois une nouvelle vidéo de Swan Périssé, bon, alors déjà souvent je connais le sketch parce que je l'ai vu en vrai, etc. Mais c'est vraiment une sorte de récompense intellectuelle et de moment un peu suspendu. C'est un cadeau qu'elle me fait à chaque fois qu'elle en poste. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, bah, c'est un moment très drôle, vu qu'on a le même sens de l'humour. Je ris, mais à gorge déployée, je pense à chacune de ces vidéos. Et elles sont très justes. Et ensuite, c'est souvent aussi des blagues sur des choses que moi, j'ai pu vivre dans l'absurdité du quotidien. Donc, par exemple, elle va faire des blagues sur la situation politique et c'est un remède d'une certaine manière à l'impuissance et donc moi c'est une caisse de résonance de ma propre impuissance que je ressens par exemple face à l'actualité politique, à Donald Trump, ce genre de choses et en fait elle va juste rigoler de l'absurdité du quotidien et en faire du coup un combat et c'est vraiment une caisse de résonance extrêmement forte pour à un moment se dire, bah, en fait, on n'est pas les seuls à trouver que la situation est complètement loufoque. Et comment est-ce que c'est possible qu'on soit en train de vivre ça individuellement ou collectivement? Et Dieu merci, quelqu'un en fait une blague et du coup, on peut en rigoler et dédramatiser un peu, enlever la soupape de la grenade avant qu'elle n'explose, quoi. Et après, bon, bien sûr, il y a tous ces podcasts qui sont des formats plus longs. Et là, c'est aussi une manière d'apprendre à connaître des personnalités engagées que je peux parfois fréquenter même dans mon quotidien professionnel et d'aller vraiment aussi dans l'individu plus que la personnalité politique engagée et aussi de comprendre la réalité de leur combat, pourquoi est-ce que ça résonne chez eux et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi des très très bons porte-parole de ces combats-là. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le rire et la manière dont elle a de parler de l'absurdité du monde, etc., il y a vraiment un effet cathartique de ouf chez Swan Périssé. Et quand j'ai regardé le dernier spectacle en fin du monde, je me suis dit, ah, on est tous ensemble. Enfin, on est tous ensemble. Bon, malheureusement, bon, il y a quand même une scission entre beaucoup de gens, mais voilà, on est ensemble, on peut traverser ces choses avec voilà, la force du collectif, etc. Puisqu'on parlait des réseaux sociaux, dans la manière de s'informer, l'accès au contenu entre le début de nos études, donc on va dire il y a une petite dizaine d'années, et aujourd'hui il y a eu énormément de changements. Comment toi tu fais face à la multiplicité des canaux d'information, qui sont parfois plus ou moins vérifiés, notamment en matière d'écologie? Alors, il y a un point que tu soulèves en filigrane de cette question, c'est que plus ou moins vérifié. On est vraiment aujourd'hui dans une ère de post-vérité. C'est un fait et je pense que ça va encore plus s'accélérer avec l'intelligence artificielle, voilà, sur la création en fait de données complètement fausses. Et ce qui, moi, me trouble dans ça, c'est qu'on n'a plus enfin, globalement à l'échelle de la société, on n'a plus la confiance dans, par exemple, des experts, des scientifiques, etc. Parce que quand on s'informe, en vérité, on délègue une forme de responsabilité à des experts. On se dit, bah, on vous fait confiance pour avoir les meilleures informations et nous, ensuite, on consomme cette information et ça va impacter notre quotidien. Et cette délégation, on va dire, de pouvoir à des autorités compétentes n'existe presque plus. Et donc, chacun devient une autorité compétente pour créer de la vérité, l'analyser et puis la mettre sur le grand marché de la donnée publique. Donc ça, c'est déjà ce qui me trouble un petit peu avec les réseaux. Et donc, je suis extrêmement vigilante sur ma manière de m'informer. Et moi, pour le coup, je délègue beaucoup aux instances que je juge être experts. Par exemple, sur les questions climatiques, bah, le GIEC, c'est quand même un comité d'experts à travers le monde entier qu'aujourd'hui, on n'écoute pas et à qui on ne fait pas confiance. C'est-à-dire que quand on parle des personnes qui sont climato-sceptiques, c'est-à-dire que c'est des individus qui se disent mais tous les meilleurs experts sur le sujet, qui produisent un consensus, qui le vérifient entre eux et qui se disent c'est une certitude à 95%, moi en tant qu'individu, je me dis non, je n'y crois pas. Donc vraiment, c'est un peu ça dont moi j'ai peur parce qu'il y a aussi beaucoup du coup d'implications sur le plan politique, on le voit aujourd'hui, mais ça part à volo, quoi, on va pas se mentir.
Et du coup, je suis extrêmement vigilante sur ces questions-là. Et j'avoue que les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas vraiment un canal d'information. Je suis beaucoup plus sur l'expérience humaine. C'est très bizarre parce que du coup, c'est un canal beaucoup plus niche et je pense qu'il y a beaucoup d'informations que je rate. Mais au final, dans les cercles, l'information, elle se construit, elle se partage, etc. Dans les cercles, par exemple, engagés. Et donc, c'est plus par ça que moi, je vais me forger mes propres convictions et puis ensuite aussi partager ça avec les personnes de mon entourage. Et après, sur les réseaux sociaux, bah, effectivement, j'essaye de suivre des personnes qui m'inspirent comme Swan et qui ont à la fois une valence humoristique, une patte de traitement d'information, mais qui ont un fond extrêmement documenté, parce qu'elle ne fait pas juste des blagues, elle fait des blagues avec des fondements, des faits, etc. Et elle dénonce des choses, elle met en lumière certaines d'autres choses. Et je pense que c'est aujourd'hui les humoristes, on va dire, plutôt de gauche, c'est un traitement qui font très très bien de l'information. Donc voilà, plutôt quelques réseaux sociaux, mais par exemple, je ne suis pas sur X, qui a l'air d'être le truc le plus anxiogène de la Terre. Je ne suis pas sur TikTok, qui est un flot un peu d'informations de merde pour cacher, voilà, pour cacher les vrais faits. Et c'est d'ailleurs la stratégie de communication de Donald Trump. Oui, je pense, comme tu l'as dit, on est dans une ère de post-vérité, mais tout de même, les réseaux sociaux permettent quand même une diversification des militants et militantes, les rendre plus visibles, et cette accessibilité à la parole, elle est indéniable, et c'est une richesse de pouvoir sortir des médias standards qui ont souvent une liberté d'expression contrainte. Mais bon, ceci étant dit, on sait aussi, comme tu disais, qu'il y a des revers à ça, et que les réseaux sociaux permettent une liberté d'expression décomplexée, avec des fausses vérités, avec plein de choses atroces. Mais justement, je pense qu'il faut lutter et prendre plus que jamais la parole, persister sur les réseaux pour ne pas que les fake news et les idéologies extrémistes prennent le dessus. Et après, plus largement, sur les réseaux sociaux, j'ai tout de même une réticence à la notion d'influence. Les influenceurs, les influenceuses, j'y vois une connotation assez négative personnellement, un petit peu d'abus de faiblesse, parce que l'influence c'est quand même de la manipulation. Donc c'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais quand même j'aimerais bien avoir ton ressenti toi sur ça. Qu'est-ce que tu penses de l'influence en matière d'écologie? Est-ce que tu fais de l'influence écologique toi sur les réseaux, dans ton travail et dans ton engagement associatif? Alors oui, la question de l'influence, elle est un petit peu compliquée parce que comme tu le dis, l'influence, c'est de la manipulation. Mais au final, quand on s'auto-analyse et quand on analyse la société au global, chaque individu est la somme des influences qui pèsent sur lui et la somme des manipulations qu'il vit au quotidien. Et donc tout aussi l'intérêt, enfin le travail qu'on a à faire sur soi, c'est de choisir quelles influences et quelles manipulations est-ce qu'on va accepter et qui sont en réalité positives pour nous ou négatives. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille que l'influence parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, quoi. Et pour autant, je trouve que c'est un outil assez, du coup, puissant et assez phénoménal quand on se dit on veut changer les imaginaires de société, on veut proposer des modèles de société plus durables, on veut réinventer la manière dont on fait un récit collectif aligné avec les ambitions écologiques qu'on doit avoir. L'influence est un levier assez formidable. Par exemple, il y a un collectif qui s'appelle Paye ton influence, qui a été créé par Amélie Deloche, qui est une copine, et qui justement traite ces questions-là et va venir mettre en lumière des influences qui ne sont pas alignées avec les ambitions écologiques qu'on devrait avoir à l'échelle de la société. Donc c'est par exemple quand Léonie Situation fait gagner un week-end à New York. Pas ok. C'est toute l'influence, les influenceurs qui prônent Chine, pas ok. Et donc vraiment, Paye ton influence est là pour accompagner les influenceurs pour que des fois ils sont pas très formés aux enjeux environnementaux, pour déjà arrêter de promouvoir des modes de vie et de consommation qui ne sont pas alignés avec ce qu'on devrait projeter pour rester dans un avenir vivable, et en même temps du coup développer une influence positive. Donc vraiment se dire l'écologie doit être extrêmement sexy pour que ça fonctionne demain. Et ça, moi, je le vois dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément au niveau du coup de la marque Yves Rocher. Petit placement produit, désolé. Faudra dire 3 autres marques par contre. Et vraiment, on essaye de se dire comment est-ce qu'on peut rendre désirables des nouveaux modes de consommation, nous, appliqués à la beauté, mais on pense que c'est ce qui devrait avoir lieu dans toutes les grandes industries. Et c'est la clé, en vérité, pour avoir une transition à l'échelle globale. Parce que
personne n'a envie de se projeter dans un avenir avec des restrictions, avec des renoncements, avec ce genre de choses. Ça donne pas envie. Par contre, de projeter un nouveau modèle de société où on va gagner, par exemple, en qualité de vie, en qualité relationnelle, en bien-être, etc., c'est des choses où là, on peut bien sûr se projeter. Donc, bien sûr, les enjeux écologiques aujourd'hui sont dramatiques et il y a une urgence à agir, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de créer un récit ultra positif. Et donc l'influence a bien sûr un rôle sur ça. Je pense sur l'influence, on va dire mainstream, ce que nous on peut consommer sur les réseaux sociaux, les mannequins, par exemple Charlotte Lemaître qui est une mannequin a complètement changé sa manière de travailler avec des marques, se déplacer en train, des choses comme ça, et en fait elle visibilise des nouveaux usages, un nouveau mode de vie. Et puis après il y a de l'influence plus targetée, on va dire, et là effectivement moi j'en fais un tout petit peu dans mon monde professionnel où on va vraiment visibiliser les transitions environnementales des entreprises pour montrer à d'autres entreprises que non seulement c'est nécessaire, mais c'est possible et c'est souhaitable pour elles également. Donc j'en fais pas vraiment parce que ça prend beaucoup de temps de créer du contenu. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup créer du contenu engagé et justement donner à voir aussi c'est quoi la réalité d'un métier dans la transition écologique. Et c'est une réalité qui est juste géniale. Moi, je m'éclate au quotidien, j'adore mon équipe, j'adore ce que je fais, j'adore les gens que je rencontre et j'aimerais donner à voir ça pour montrer que ces métiers-là sont ultra chouettes. Et en même temps, de l'autre côté, on n'a que 24 heures dans une journée. Et en vérité, faire de l'influence, c'est très exigeant. Par exemple, Claire Pétro est une des influenceuses engagées sur ces questions-là pour visibiliser les métiers de la transition écologique. Et donc, moi, j'ai cofondé avec elle et avec 15 autres cofondateurs le Club des Pépites, qui du coup est un réseau qui réunit plein de jeunes qui travaillent sur la transition écologique partout en France, sur tous les territoires. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se fédérer et aussi de créer de l'influence via ce réseau-là. Parce qu'il y a plein de réseaux, en général plutôt de droite, professionnels, qui accélèrent les carrières, qui permettent d'avoir le bon contact, etc. Et il n'y avait pas ça, en réalité, sur le territoire écologique, alors que c'est précisément à cet endroit-là, on a besoin de créer des synergies, de créer une transition qui se veut systémique et qui se réfléchit à l'échelle globale de France, d'Europe et du monde entier, quoi. Donc voilà, on a créé ça et je pense qu'on va faire un peu plus d'influence par là. Quittons un petit peu le monde du smartphone et passons au format long et au spectacle vivant, parce que c'est quand même de Swan Périssé dont il s'agit. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ou le plus interpellé, en tout cas, dans son spectacle? Alors, dans son spectacle Calme, je le disais un petit peu en introduction, c'est le fait d'aborder la colère dans sa puissance. Parce que je pense que la colère, on le voit comme une émotion avec une valence plutôt négative. On se dit, ok, t'es en colère, c'est plutôt quelque chose de négatif quand on dit ça à quelqu'un. Et au final, Swan, elle explore la colère avec toutes ses facettes pour démontrer que non seulement cette colère, elle est légitime aujourd'hui, elle est légitime sur les questions, elle aborde l'écologie, mais aussi le féminisme, les violences qu'on subit au quotidien et toutes les populations dites marginalisées, ce qu'elles vivent en termes d'injustice et de violence du quotidien. Donc cette colère, elle est légitime, mais en plus, elle est nécessaire parce que c'est une puissance de mouvement collectif et en réalité c'est la base de beaucoup de combats de société. Il faut avoir un minimum de colère, il faut avoir un minimum d'émotion pour revendiquer des choses et pour se mettre en mouvement et se dire je m'investis dans une cause. Ça vient quand même de cet endroit-là. Donc elle explore la colère sous un angle, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et en plus je le disais aussi, mais elle a construit un fil narratif où on se rend même pas compte qu'elle nous emmène dans un énorme récit ultra politique, jalonné de plein de petites anecdotes personnelles. Et donc je trouve que dans un spectacle qui doit durer à peu près 1 heure et demie, elle aborde tous les thèmes qui aujourd'hui sont fondamentaux. Elle déconstruit aussi notre regard par rapport à ça. Elle ouvre un espace de discussion extrêmement aussi bienveillant. Et puis à la fin, elle vient mettre un petit rappel de dire tout ça, en fait, c'est une histoire personnelle, mais c'est surtout une histoire collective qu'on est en train de vivre et c'est un moment sur lequel on peut agir justement parce qu'on a de la colère et qu'on veut transformer cette colère pour pas qu'elle stagne et qu'elle nous mange de l'intérieur, mais au contraire d'en faire une force transformative. Et quel est le moment qui t'a fait le plus rire dans son spectacle? En vrai, il y en a tellement. Alors,
Je sais pas si c'est dans Calme, le moment qui me vient le plus en tête, c'est plutôt dans celui que tu évoquais, qu'elle a mis sur YouTube, sur les élections législatives, et qu'elle a créé quand même en 5 jours. Faut se dire, un travail phénoménal. Il est ultra bien construit, il est ultra drôle. Et en fait, dans ce spectacle-là, elle a un sketch sur Eric Ciotti, qui du coup s'était enfermé dans sa propre mairie. Enfin, là, tu te dis, mais what the fuck? Bah là, c'est quand vraiment la réalité dépasse la fiction, quoi. Exactement. Et en fait, la scène était tellement absurde que bah moi, quand j'ai lu ça dans une nouvelle, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est quoi sa revendication? Pourquoi t'es en colère, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, en fait, c'est encore une fois rire de l'absurdité. Et là, c'est un sketch ultra drôle où elle le met en scène et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le plot twist, c'est qu'à la fin, comment est-ce qu'ils ont réussi à déloger Eric? C'est parce que la secrétaire avait le double des clés. Donc, le mec était enfermé en mode, je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Et à la fin, elle mime la secrétaire qui est en mode, toc toc, Eric, attention, on va ouvrir la porte. Et vraiment, c'est hilarant. Et voilà, il y a plein d'autres moments comme ça. Et elle a fait du coup ce spectacle sur les législatives. Et là, elle en a fait un dernier qui s'appelle, je crois que c'est genre spectacle contre les bras tendus, qui est une référence du coup bien sûr au salut nazi que on voit se démocratiser de manière complètement décomplexée. Et donc elle a fait un deuxième spectacle avec aussi cette valence politique, et je crois elle l'a sorti du coup sur Il y a plus de saison. C'était un spectacle podcast avec plein d'invités. Ah, mais c'est là où t'étais juste après mon épisode avec la fameuse Exactement. comédienne. Ok. Exactement. Donc à écouter sans modération, et plus il y a d'absurdité politique, plus il est encore l'heure d'agir, et plus il y a une urgence aussi à se fédérer et bien sûr à continuer à rire, reprendre de l'énergie et partir toujours au combat pour visibiliser cette absurdité et qu'à un moment on cesse de faire des choses absurdes en politique. Donc comme on disait, ouais, Swan, elle est très drôle, hein, enfin voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a un regain du stand-up un peu ces dernières années. Alors je sais pas si c'est juste que je m'y intéresse plus qu'avant, mais j'ai l'impression quand même que... Bon, je pense que les réseaux sociaux quand même permettent de donner plus de visibilité, donc je pense qu'il y a plus d'humoristes en fait. Et puis de toute façon, on sait que le rire permet de faire face au vide de l'incertitude de l'avenir, permet de faire face à de l'absurdité du monde dans lequel on vit, comme tu disais. Et aujourd'hui plus que de raison. Et donc cette fonction du rire, ça m'a fait un petit peu penser, ça m'a mon petit moment littérature. Donc cette fonction du rire, elle existe depuis la nuit des temps. Et donc l'humour pour pallier à la peur de la fin du monde et de la mort par exemple, on l'a retrouvé déjà chez Rabelais au XVIe siècle, avec qui a écrit Gargantua ou Pantagruel. Et donc lui, il utilisait un humour eschatologique, donc c'est-à-dire qui concerne la fin du monde, en utilisant d'ailleurs un humour scatologique, donc le caca quoi. C'est pas la même étymologie, mais en gros c'est ça. En tout cas, il y a cette idée chez Gargantua de rire pour contrer le néant dans la période humaniste où est questionnée l'Église, alors pas la religion en soi, mais l'ordre religieux. Donc il y a en fait un moment de déstabilisation de la société, et par le rire, ces personnages en fait y font face. Voilà. Affrontent ce moment d'incertitude, de déstabilisation, etc. Bref, en tout cas, la place des humoristes dans la société, elle est essentielle. Le rire comme point commun en fait du collectif. Et donc, je vais citer le philosophe du rire, qui est Henri Bergson, bien sûr, et qui dit: pour comprendre le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel, qui est la société, et surtout, nous devons déterminer son utilité, qui est sociale. Telle sera l'idée directrice de toutes nos investigations. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Il doit avoir une signification sociale. Bon voilà, et je trouve que on comprend pourquoi il y a beaucoup d'humoristes. Je comprends aussi pourquoi je m'y intéresse de plus en plus, parce que tout simplement, en fait, c'est une nécessité. Sinon, on peut pas vivre dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces violences, si on n'a pas une manière de contrer en fait tout ça.